Donc bonjour à tous, bienvenue. Alors, quatre petits thèmes, deux très courts. Le premier, sur mes vidéos, pour les installations, ceux qui recherchent des fermes pour s'installer ou des fermes à céder, vous mettez dans les commentaires, c'est ça beaucoup le plus simple, avec le numéro de vos départements, vous mettez votre boîte mail. Si vous voulez pas être reconnu, vous pouvez tout simplement par des mails faire un message et la personne vous répond dans les commentaires. Et ensuite, vous vous échangez les boîtes mail et vous regardez si ça convient. Il y a des jeunes qui cherchent des fermes, je sais, en moutons. Et là, ceux qui cèdent tout de suite, c'est pas des cessations en moutons, c'est des cessations en production laitière. Donc ça correspond pas toujours. Donc vous mettez dans les commentaires. Bon, voilà, pour le premier thème. Deuxième chose, je voudrais rendre un grand hommage à Renaud Van Runebeck. Renaud Van Runebeck, qui a fait un travail remarquable contre, malheureusement, avec ce système financiarisé, tous ces mafieux. Et nous, on y travaille avec des gens, bien sûr, dans le secret, et ça mettra un peu de temps, mais ça finira par aboutir. La mafia, à travers l'industrie agroalimentaire, et certains, pas tous, certains responsables agricoles, j'ai bien dit certains. Donc la mafia agroalimentaire, ça va éclater. Le gros avantage de ce que je vous dis, c'est que des livres sont en train de s'écrire. Nous, entre autres, on en fait, mais pas que nous, d'autres. Et ça laissera des traces dans le futur. Et vos enfants et vos petits-enfants pourront lire l'agricide, c'est-à-dire l'assassinat programmé des paysans tel qu'il a été programmé par les responsables politiques qui ont été au pouvoir, l'industrie agroalimentaire en cogestion avec certains responsables syndicaux. J'ai bien dit certains. Parce qu'il ne faut jamais mettre tous les élus ou tous les responsables dans le même panier. C'est comme quand on dit les élus tous pourris. On commet une erreur magistrale parce qu'il y a plein d'élus dans les communes qui font du bénévolat et on salit ces gens-là en même temps. Donc chapeau à Renaud Van Runebeck. Des Renaud Van Runebeck, nous en faudrait peut-être une dizaine par département pour nettoyer la mafia de l'agroalimentaire avec, je vous le rappelle, certains élus syndicaux, mais certains élus tout court aussi, des élus communaux, régionaux, voilà, sur le dos, bien sûr, des paysans. Troisième chose, je voudrais saluer des responsables de la coordination rurale de la Mayenne qui ont eu le courage d'inviter des députés de la République dans leur exploitation et ils leur ont montré la réalité du terrain, les vrais chiffres. Je dis bien les vrais chiffres. Hein. Donc, ils sont restés bouche bée et ils n'avaient pas beaucoup de réponses aux questions. Parce que c'est bien ce que je disais, suivant la taille des exploitations, il manque entre 60 et 100 000 euros par an, sur le produit dans les exploitations. Et là, la personne en question, qui est un délégué coordination rurale de la Mayenne, a bien démontré comment il s'était privé toute sa vie, où il arrivait aujourd'hui. C'était un peu mieux au niveau de revenus, mais il a été je ne sais pas combien d'années à se prélever pratiquement pas grand-chose. Hein, et s'il voulait vivre comme le reste de la société, il fallait ramener de la main-d'œuvre, donc il fallait ramener 45 000 euros pour prendre un salarié. Il a tout démonté point par point, notamment devant Guillaume Garot, mais beaucoup d'autres. Et il n'avait pas la réponse aux questions. Et pourquoi il n'avait pas la réponse aux questions? C'est parce que ces gens-là ont ouvert que les livres depuis 40 ans de la FNSEA. Ils ont bu le sirop à pleine gorge de la FNSEA, qui est la France nouvelle sans exploitants agricoles, et qui raconte des bobards, puisque c'est le premier syndicat représentant de l'agroalimentaire et l'agro-industrie. Donc, ils mènent les gens en bateau. Alors ensuite, ça m'amène à la lancer sur ce travail qui a été fait, ce remarquable travail qui a été fait par des groupes de la coordination rurale. Je sais que ça se fait aussi avec des gens de la Confédération paysanne ou du MODEF, dans d'autres endroits, où ils font venir les élus et ils mettent carte sur table la réalité du terrain, ce qu'on ne fera pas la FNSEA,
car il amène les élus dans des endroits sans montrer la comptabilité ou dans des exploitations qui ne sont pas représentatifs de la région, voilà, qui sont des cas à part. Ça m'amène à développer le modèle de demain. Le modèle de demain, c'est quoi? On sait qu'au niveau mondial, il y a 34 hautes technologies qui vont dominer demain dans le monde l'évolution sociétale. La majorité de ces hautes technologies sont détenues par les Chinois. Nous, on en détient 4, les Américains 5 et le reste, c'est la Chine. Bon. Parmi ces technologies, il y a l'évolution des technologies quantiques, il y a le spatial, il y a l'intelligence artificielle, il y a toutes les nouvelles technologies à travers l'armement, etc., etc. Donc, ça va créer des start-up. Ces start-up vont créer, pour la plupart, des bénéfices relativement importants, des ratios économiques, des retours sur investissement à 2 chiffres, qui seront sans commune mesure avec, par exemple, la rentabilité de l'agriculture ou même de d'autres domaines, d'un garage mécanique ou même des usines de textiles, parce que c'est comme ça, l'évolution de la société est faite de telle sorte. Donc, si on veut préserver des agriculteurs en France et sur la planète, sur les territoires, et mettre des modèles en adéquation avec le changement climatique, il faut revenir à des souverainetés nationales avec la reconnaissance des prix à hauteur des coûts de production, avec une gestion des volumes, avec, sur les territoires, un maximum de direct avec les consommes acteurs, avec SOS Mer, avec des AMAP, avec tout ce qui est possible et imaginable pour vendre au maximum en direct. Une parenthèse là-dessus, attention, il faudra que les agriculteurs soient formés pour ne pas se tirer dessus. Quand je dis faut qu'ils soient formés, faut qu'ils vendent au coût de production. Il ne s'agit pas de vendre en direct et de refaire le schéma de l'agroalimentaire, d'aller au moins-disant social. Ça veut dire, faut vendre le prix au coût de production. Le coût de production, ça intègre, avec amortissement toujours, et rémunération de la main-d'œuvre. Voilà. Mais la vraie solution, c'est ça. C'est le direct dans toutes les productions que c'est possible, localement, par région ou à l'échelon d'un canton. Et se mettre en cohésion avec les élus pour remonter des petits outils de transformation où c'est nécessaire, comme ils ont su le faire les fruitières, le Beaufort, le Comté, le Maroilles, etc., etc. Et après, le reste du commerce international, il faut qu'il se fasse sur la base, non pas du libre-échange, du moins-disant social, mais de la coopération entre les États, ce qui va répondre à l'environnement, ce qui va répondre aux problèmes de transport, puisqu'on va rester au maximum sur les territoires, on va juste échanger les matières premières dont on ne dispose pas, on va faire de la coopération avec des États, et ces États avec lesquels on va faire de la coopération, ils vont nous renvoyer, si nous on envoie de l'agriculture, ils vont nous renvoyer peut-être de l'agriculture qu'on n'a pas, ou peut-être d'autres choses, d'autres technologies qu'on n'a pas. Hein, nous on est capable de vendre des avions d'assaut, d'autres sont capables de nous vendre d'autres choses, mais en respectant la souveraineté des États et les coûts de production par nation. Sinon, c'est impossible. C'est la destruction des hommes et de la nature. Et donc, une fois qu'on a fait ça, comme les 34 hautes technologies, c'est un projet politique ce que je vous dis, automatiquement, vous savez comme moi que toutes les industries, toutes les technologies n'ont pas les mêmes ratios économiques. Il y en a qui rapportent 1 ou 2%, d'autres 8%, d'autres 15-20%. Et ça ne dure pas forcément dans le temps. Ceux qui ont les meilleurs ratios économiques peuvent avoir un essor, un élan pendant 15-20 ans et peuvent être en chute après. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir rééquilibré les choses? Eh bien, il faut un rééquilibrage sectoriel. Parce que le progrès, les nouvelles technologies, l'high-tech, les start-up, on ne peut pas aller contre le progrès. Ça serait un non-sens. Le progrès est beau, est très beau s'il est partagé par tous. Et pour qu'il soit partagé par tous, il faut, la souveraineté des États, c'est-à-dire que les chefs d'État soient gérants de la nation et qu'ils ne soient pas
qu'on ne leur impose pas des normes ou des contraintes ou du commerce international par une fédération qui serait la fédération européenne de Madame Ursula von der Leyen, hein, mais il faut également qu'il y ait une redistribution sectorielle. Et là, le projet, l'évolution de la société, le progrès est beau s'il est partagé par tous. Et pour qu'il soit partagé par tous, il faut un rééquilibrage sectoriel. Sinon, c'est impossible. Et là, on arrive, c'est comme ça qu'on arrive à tenir tous les métiers. Parce que sinon, les secteurs qui ne font pas de marge, vous avez quand même besoin de main-d'œuvre. Vous allez avoir de la main-d'œuvre où les gens vont rester au SMIC pendant 40-45 ans. Ils vont quitter les boulots. Et les enfants, nos petits-enfants ne voudront pas faire ces boulots-là. On le voit déjà, le problème où il manque de la main-d'œuvre dans un tas de secteurs, dans la restauration, dans le bâtiment, où ils ne trouvent plus personne. Pourquoi ils ne trouvent plus personne? Parce que pendant 30 ans, les gens ils ont été payés au SMIC à faire ces boulots-là. Donc forcément, les gens ils n'envoient pas leurs enfants faire ces métiers-là. C'est tout. Donc il faut absolument un rééquilibrage sectoriel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rémunérer les gens qui ont pris des risques, les gens qui ont fait des études. C'est pas ça, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient rémunérés. Ils peuvent être rémunérés plus s'ils ont pris plus de risques ou ils ont fait longtemps des études. Mais il faut qu'ils acceptent un rééquilibrage. C'est-à-dire de donner une partie de la valeur ajoutée en langage clair, partager une partie des gains, ça ne veut pas dire donner ce qu'ils ont gagné, attention, mais il faut accepter un rééquilibrage. Sinon, vous avez des pans entiers de l'économie où il n'y aura plus de travailleurs pour faire ces boulots-là. Dernière chose, attention à tous ceux qui vous vendent du rêve l'arme facile Frexit. Il y en a qui disent Frexit, Frexit. Ces gens-là ont monté des fan clubs pour se faire des chaînes YouTube, faire cotiser les gens et faire croire au rêve. Le Frexit est un moyen institutionnel, c'est une arme qu'on peut utiliser, on peut sortir de l'Union européenne, on peut retourner à la monnaie, il n'y a aucun souci là-dessus, mais ça se prépare. Ça ne se fait pas, comme on le dit chez nous, beaucoup, chez nous le peuple, comme l'a dit Joachim Murat et d'autres, et beaucoup d'économistes l'ont dit, c'est une option, c'est réalisable, mais ça se prépare. Un Frexit sec, sans préparation, c'est une catastrophe. Ça se prépare pourquoi? Parce que l'Europe, l'euro, c'est une union monétaire. Chaque État a gardé sa banque centrale. Il n'y a pas l'équilibre de la balance des paiements. Contrairement à ce que je vous ai dit, la coopération entre les États, la charte de la Havane, il y a l'équilibre de la balance des paiements. Là, il n'y a pas équilibre de la balance des paiements dans le modèle qu'on est aujourd'hui. Donc demain, s'il y a Frexit, il y a les soldes de Target 2. C'est-à-dire que les Italiens, ils sont presque à 1000 milliards d'euros qu'ils doivent, s'ils quittent l'Union européenne. Ils ne peuvent pas les donner. C'est ça la réalité. Bon. Donc, il ne faut pas dire n'importe quoi. C'est une option, c'est possible, c'est réalisable. Simplement, ça se prépare sur du moyen terme. Avec un groupe de pays où on regarde le lendemain et le surlendemain, que fait-on? Que fait-on? Et comment on gère les problèmes de monnaie? Et comment on règle les dettes qu'on doit? Parce que les banques centrales ne sont pas à l'équilibre. C'est ce qu'on appelle les soldes de Target 2. Excusez-moi, c'est un peu technique, mais c'est la réalité. Donc ceux qui vous vendent du rêve en disant Frexit le lendemain matin, tout est réglé, c'est faux. Oui, c'est une possibilité. Oui, ça peut fonctionner. Mais ce n'est pas le Père Noël. Je vous remercie et à bientôt.